Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres ou dizaines de kilomètres au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques, les prix et également mes impressions après une semaine au volant. Alors cette semaine et la semaine prochaine, deux véhicules proposés par Stellantis, deux véhicules bien différents. Le Leapmotor B10, petit SUV fort sympathique la semaine prochaine, on verra ce qu'il en est de son ramage, il ne suffit pas d'avoir un joli plumage. Et puis cette semaine, plutôt un joli plumage également pour le Citroën IC5 Aircross. Je vais en prendre le volant pendant une semaine et vous saurez tout. Là, ce sont mes toutes premières impressions. On va aller faire un petit tour de l'extérieur, petit tour dans le coffre, les places arrière. On découvre le tableau de bord avec ce fameux écran cascade. C'est une première chez Citroën. Et puis ensuite, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres vers ma première destination. Allez, on démarre avec l'extérieur. Extérieurement, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Eh bien, je le trouve plutôt élégant, ce Citroën IC5 Aircross, qui existe par ailleurs également avec des motorisations thermiques. Il n'est pas uniquement proposé en version 100% électrique. On retrouve notamment, alors regardez, il se réveille, eh bien cet éclairage, cette face avant, avec cet éclairage bien spécifique, cette signature lumineuse qui lui va plutôt bien. Et puis alors des petits clips, comme sur la Citroën IC3 également, des petits clips de couleurs différentes en fonction des versions et finitions, etc. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Je trouve que cette couleur, d'ailleurs, lui va extrêmement bien. Ce bleu foncé est vraiment très, très joli. On voit d'ailleurs qu'il y a un autre petit clip en partie inférieure. Vous le voyez peut-être ici, voilà, du côté de la portière avec ce petit décroché, voilà, qui est plutôt sympathique aussi en termes de style. Et puis, style toujours avec ses jantes ici. Je vais regarder la taille de ces jantes. Ouais, ici on est sur du 20 pouces, des jantes noires qui complètent bien le look de cette voiture d'essai. C'est franchement convaincant. Et puis à l'arrière, pour minimiser l'impact aérodynamique, on a pas mal de petites astuces, notamment ces petites ailettes ici. Également en partie inférieure, voilà cette partie ici, histoire de favoriser le flux d'air. Et puis ici, en partie intermédiaire, eh bien, on a ces feux qui sont quasiment identiquement repris du concept qui annonçait ce nouveau C5 de Citroën. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve ça plutôt sympa, ça lui donne une vraie personnalité. Je trouve que l'extérieur, en tout cas, il est réussi sur ce Citroën C5, ici en version donc 100% électrique IC5. Puisqu'on est à l'arrière, on va s'intéresser maintenant au coffre. L'ouverture du coffre, elle est électrique. L'espace au niveau du coffre, il semble particulièrement généreux. On se rend compte qu'on a une banquette qui est fractionnable 40, 20, 40. Ça, c'est pratique également. Et s'agissant d'un SUV familial, évidemment, les aspects pratiques vont être particulièrement importants. Alors à gauche, on le voit, on a une prise 12 volts, on a un petit crochet ici. On a également un petit élastique de maintien ici, c'est sympa. Et puis concernant la partie inférieure, si je soulève le plancher du coffre, eh bien, on constate qu'on a un énorme sous-coffre qui est vraiment gigantesque. On a ici les câbles de recharge à l'intérieur parce que j'imagine que dans cette voiture on n'a pas de frunk. Petit espace à gauche et à droite également, deux petites alcôves qui sont toujours les bienvenues. Bon, clairement le côté familial, pratique n'a pas été oublié dans cette voiture. C'est ce qui ressort en tout cas de ce premier coup d'œil. On va maintenant s'intéresser aux places arrière. Impossible de louper cette énorme trappe qu'on va retrouver ici pour la recharge. Elle est vraiment très très grande cette trappe. On pourrait presque appeler ça une portière. Bon, la portière elle est ici, des poignées tout à fait classiques. Alors dans cette voiture, pour plus de confort, le siège avant peut reculer quand vous devez sortir et puis ensuite il avance quand vous mettez le contact. Je viens donc de mettre le contact, le siège avant vient d'avancer, donc là on est dans la position de conduite pour mon mètre 90, mon mètre 90 et bien au niveau des genoux ça passe sans problème, vous le voyez, j'ai quelques centimètres. Par contre j'ai un angle ici qui n'est pas favorable en raison de la présence du pack de batterie sous le plancher. L'assise est plutôt basse, histoire de gagner en hauteur disponible. Malheureusement du coup j'ai un angle, vous le voyez, qui n'est pas très très chouette. Cela dit, bon, ça va, au quotidien, ça ne posera sans doute pas de problème. Et puis on est dans une configuration ici, 1m90, 1m90 devant et derrière, ce qui va sans doute pas vous arriver tous les jours. Au rayon des aspects positifs, on a également ce toit qui amène énormément de luminosité, avec visiblement un vélum électrique, on détaillera tout ça. On a des petites poignées à gauche, à droite et au niveau du siège passager avant. On voit ici la finition au niveau des sièges. On a justement ici une petite poche en partie supérieure
extérieur, poche aumônière ici en partie inférieure. On a un plancher qui est quasiment plein, hein, puisque les deux petites parties derrière le conducteur et le passager qui sont un rien plus basse, eh bien la différence est compensée par l'épaisseur des petits tapis. Donc pas de souci de ce côté-là. On a de la connectique également là-bas en dessous. On détaillera tout ça bien sûr dans le grand essai. On va maintenant s'intéresser au tableau de bord de ce Citroën IC5 Aircross. Il y a, comme on dit, à boire et à manger. On va commencer par les aspects plus positifs, notamment cette partie ici que je trouve très réussie. Ça amène un côté qui est cossu. Moi j'aime bien les tissus à bord des véhicules. Je sais que certains me disent c'est salissant. Alors moi j'ai jamais sali le tissu à l'intérieur de mes voitures, mais voilà, paraît-il pour certains c'est salissant. Mais moi j'aime bien avec cette petite ligne qui rappelle les petits clips qu'on retrouve à l'extérieur. Bon, c'est sympa et on devine évidemment l'éclairage d'ambiance là-bas au fond. Je vais d'ailleurs changer la couleur. Là ça fait un peu ambiance mortuaire. Chacun ses goûts bien sûr. Ici on a les ouïes de ventilation, les ouïes centrales également de part et d'autre de l'écran, c'est sympa également. Alors tout ça c'est sympa, et puis il y a les aspects un petit peu moins sympas, notamment ici en partie supérieure. Bon, c'est du plastique dur, à ce niveau de prix, c'est quand même un peu dommage. On a ce très bel écran, mais malheureusement positionné de manière verticale, et je trouve qu'un écran vertical, ça oblige un petit peu trop à détourner le regard de la route quand on doit accéder à la partie inférieure de l'écran. Je l'aurais préféré de manière horizontale. Ici, en plus, il y avait largement la place. Donc ça, je suis un petit peu moins fan, mais je verrai cette semaine à l'usage si c'est vraiment un problème ou pas. Et puis, malheureusement, l'utilisation massive de Piano Black, ça, moi, ça me pose un vrai problème. Je trouve ça vraiment pas beau du tout, d'autant plus que c'est à tous les endroits où on va poser le regard et certainement poser les mains. Ici, notamment autour du sélecteur de vitesse. Ici, sur le volant, il y en a partout. Ils ont même réussi à en mettre là derrière. Et alors, sur la portière, c'est précisément des endroits où on va toucher régulièrement. Et là aussi, ils ont mis du Piano Black. Alors, j'aime bien le petit style ici, hein, ça fait un petit peu manche, comme ça, c'est vraiment sympa. Mais pourquoi avoir mis du Piano Black partout alors que par ailleurs, on a ce tissu qui est vraiment sympa. Il y avait sans doute moyen de trouver autre chose. Bon, ici, ça gratte également. Je sais que certains vont dire, oh là là, les essayeurs, ils ne s'attardent que sur le plastique dur. Bon, probablement que certains d'entre vous n'en ont absolument rien à faire, et c'est très bien comme ça aussi, mais pour certains c'est important, et malheureusement ici du plastique dur dans une finition qui a l'air d'être une finition quand même plutôt haut de gamme, c'est quand même un petit peu dommage. Voilà, mais sinon le bilan, je dirais que globalement il est quand même positif. On se rend compte qu'on est dans une Citroën moderne. Bon, globalement l'impression est quand même largement positive. Voilà, c'est parti, les rétroviseurs sont réglés, rétroviseur intérieur, rétroviseur extérieur également. J'espère que l'image n'est pas trop sombre, il va falloir que j'investisse à mon avis dans des petits éclairages pour cette saison hivernale qui démarre. J'ai introduit mon adresse dans Waze, Apple CarPlay sans fil évidemment dans cette voiture. Tout ça s'est fait de manière extrêmement fluide, pas de problème au niveau du système d'infodivertissement à ce stade en tout cas. 45 km, c'est la distance parcourue pour ce premier trajet, 44 minutes, ça c'est la durée. C'est parti, pied sur le frein. Le petit sélecteur de vitesse qu'on connaît bien, hein, c'est le même dans pas mal de voitures, alors pas de Citroën mais carrément du groupe Stellantis. Allez, c'est parti, direction très très douce. Bon, on sent que d'emblée on est dans une Citroën, donc a priori on va être à la recherche de confort. Si on se met dans la peau de l'utilisateur typique d'une Citroën, on a les suspensions Citroën Advance Comfort évidemment dans cette voiture. Freinage régénératif temporairement limité, sans doute parce que je suis à 100% de capacité de batterie. C'est très silencieux également. On a un petit peu de bruit de roulement, mais pour le reste franchement c'est assez silencieux. Alors on est justement sur une route ici assez dégradée. Ça passe sans problème, hein. De ce côté-là évidemment pas de surprise, on s'en doute. Voilà une voiture qui va prendre soin de mon dos. Oui, sur ces premières centaines de mètres, là, bruit aérodynamique très bien filtré, j'entends pas ce qui se passe à l'extérieur. Par contre, effectivement, un petit peu de bruit de roulement, c'est un petit son granuleux comme ça de bruit de roulement. Alors c'était le cas sur la route que je viens de quitter, c'est moins le cas sur celle-ci qui est un billard. Ah, là ici, quand on est sur un billard, le silence, il est total, hein. Tiens, à basse vitesse, je suis en dessous de 30 km/h, je n'entends pas l'avertisseur piéton, ça c'est une bonne nouvelle également. Ah là c'est bien, hein. Là c'est très confortable.
Alors ça bip, premier bip, vitesse maximale autorisée 30 km/h, je suis à 32 compteurs. Alors en vrai je suis à 28, me dit Waze. Mais voilà, c'est comme ça, les règles sont ainsi faites. Quand on dépasse 30 compteurs, ça bip. Et donc on va voir comment couper tout ça. Et je pense que via le petit bouton voiture, il est possible d'accéder... Alors là, voilà, c'est les limites du système. La voiture m'indique vitesse maximale autorisée 5 km/h. C'est faux, évidemment. Donc c'est pour ça que quand on me dit il suffit de respecter les limitations de vitesse, alors oui, dans l'absolu, bien sûr, mais il faut une petite marge de tolérance quand même parce que la vitesse affichée n'est jamais la vitesse réelle. Et d'autre part, quand la voiture, comme maintenant, ne lit pas correctement les panneaux, elle m'indique 5 km/h comme vitesse maximale autorisée, alors que j'ai un panneau 50 rappel juste en face de moi. Et bien là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc même si on respecte les règles, on se fait rappeler à l'ordre, raison pour laquelle on a envie de couper tout ça. Donc je pense que via le petit bouton ici, si je me souviens bien, chez Citroën, c'est pas mal fait. Effectivement, on a des raccourcis accessibles directement dans lesquels on peut mettre ce qu'on veut, ce qui fait qu'on peut couper par exemple à l'ère de dépassement de vitesse. Voilà, c'est fait. Alors bien sûr, ça m'indique que au prochain démarrage, ce sera de retour, c'est une obligation, mais il est possible en tout cas de le couper comme ça. Est-ce qu'il est possible de couper ça autrement? Je ne sais pas, mais c'est déjà une première manière de faire qui me semble assez correcte puisque c'est un bouton et on coupe. Alors là, si vous venez d'un SUV diesel par exemple et que vous optez pour ce Citroën IC5 Aircross, vous allez vous imaginer avoir une perte auditive immédiate dès les premiers mètres, tellement le silence est assourdissant, comme on dit. Là, c'est impressionnant, sur ce revêtement de qualité, c'est très impressionnant. Et c'est généralement là qu'on entend les petits couinements de mobilier. Il n'y en a pas, ça m'a l'air bien assemblé tout ça, sur une route qui n'est pas particulièrement en bon état. Mais je suis sur un tapis volant. Et c'est une voiture qui va inciter, je le disais, à une conduite cool. C'est une voiture que vous allez acheter si vous êtes fan de Citroën, évidemment, pour son confort, les voyages en famille, le confort en famille. J'ai l'impression d'inaugurer une nouvelle route ici. Je sais pas s'il faut faire coucou. Ah oui, les poteaux d'éclairage sont encore emballés. Le ralentissement m'a l'air convaincant. Franchement, ça ralentit très bien. Mais est-ce qu'elle va s'arrêter? Je ne pense pas, non. Là, je suis à 7 km/h. Oui, 7 km/h. Elle ne descend pas plus bas, c'est dommage. Ça veut dire qu'il va manquer le petit pourcentage qui va faire que, au niveau du ralentissement, on va jusqu'à l'arrêt complet. Mais bonne nouvelle quand même, voilà, je lève le pied. Pour autant qu'on ne soit plus à 100%. À 100%, elle ne simule pas une récupération d'énergie pour garder une réaction constante quand on lève le pied de l'accélérateur. Non, à 100%, elle dit, voilà, récupération limitée, donc elle reste en roue libre. Mais dès qu'on est en dessous, là, je suis à 98%, 98%. Et là, le ralentissement est convaincant. Voilà, elle plonge quand même, si on le souhaite, c'est pas obligatoire, mais si on lève le pied de l'accélérateur en une fois, elle a tendance à piquer un peu du nez et donc proposer un ralentissement qui est convaincant. Ici par contre, je sens que sur un plus long trajet, ça pourrait poser problème. En fait, j'ai le côté de cette console ici qui est en dur, c'est du piano black, sur lequel j'ai tendance à faire reposer le genou, et sur un plus long trajet, j'aurais aimé avoir quelque chose de moussé ici. Ça aurait été pas mal. Mais c'est pas le cas. Et puis alors je remarque également qu'en partie inférieure là-bas, il y a les porte-gobelets. Mais alors si j'ai mon mug de café et que je dois aller le chercher là-bas en dessous, ça va être un petit peu compliqué. Ça aussi, je vais le tester cette semaine. Ouais, la réaction au démarrage, c'est dans la douceur. On n'est pas dans l'accélération fulgurante, on est dans la douceur. Cela dit, ça accélère très bien. On est un peu au-dessus de 200 chevaux, je pense, avec cette voiture. Ça accélère très bien. Bon, faut voir après avec la voiture chargée et 5 personnes à bord. Ça accélérera forcément un petit peu moins. Mais je vous le dis, ça reste largement suffisant. Ah, je viens de remarquer qu'on a des palettes derrière le volant. Et donc, qu'est-ce qu'on a en termes de ralentissement? Alors, j'ai un petit triangle. Je lève le pied. On est plutôt en roue libre. On a un très très léger ralentissement. J'ai D avec 2 petits triangles. Là, très logiquement, voilà, ça ralentit davantage. J'ai D avec 3 pas facile à dire. J'ai D avec 3 petits triangles. Et là, je lève le pied et c'est le ralentissement le plus convaincant. Est-ce que j'ai un mode automatique si je laisse
La palette tirée, non, ni à gauche ni à droite. Et si je tire les deux en même temps, ça n'a pas l'air non plus. Donc voilà, 3 niveaux de ralentissement, on est sur le plus élevé et on ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. L'écran m'a l'air assez intuitif et j'aime bien le fait d'avoir les menus en partie supérieure plutôt que le menu comme auparavant chez Citroën avec la partie de gauche qui se déployait progressivement. Je trouve ça plus clair comme ça. Avec ici en dessous toujours le bouton maison qui nous ramène ici, des petits raccourcis, les fonctions chauffage, les radios favorites, la navigation de la voiture, navigation connectée. Non, franchement c'est pas mal. C'est pas mal. On verra à l'usage évidemment si je suis toujours aussi convaincu après une semaine au volant. Alors ici limitation à 120 km/h et la voiture m'annonce 80 km/h. Donc si je n'avais pas désactivé les alertes de survitesse une fois de plus, ce serait en train de biper. 120 km/h, l'occasion de tester le régulateur de vitesse adaptatif et si elle est présente, la conduite assistée. J'imagine que ça se passe ici. Drive Assist, exactement. Et je mets OK. OK. Alors les vitesses affichées, c'est n'importe quoi et c'est dommage. La voiture m'annonce maintenant 130 km/h. Or en Belgique, jamais il n'y a une limitation à 130 km/h. On va donc redescendre à 120 km/h. Ça c'est dommage hein, parce que quand vous activez la conduite assistée par exemple ici, eh bien la voiture vous dit est-ce que vous voulez que je m'adapte à la vitesse maximale autorisée dans cette zone. Alors c'est facile de dire ok, sauf que si la vitesse évidemment est mal interprétée, là elle m'emmenait à 130 km/h alors qu'en fait c'est 120 km/h. Donc 120 km/h ici et une gestion des bruits qui reste quand même assez performante. Bruit aérodynamique, bruit de roulement, on en a un petit peu, mais la chaussée ici est plutôt granuleuse au niveau de son revêtement. Donc ça peut s'entendre. Voilà, 110 km/h maintenant. Donc j'ai l'impression que la voiture elle pense qu'elle est en France en fait. Elle m'affiche des 130 et des 110. Or ici c'est 120 non-stop. Alors si je lâche le volant, ce qu'il ne faut pas faire bien sûr, la voiture va me rappeler à l'ordre dans quelques secondes. Est-ce qu'on a un volant capacitif? Autrement dit, est-ce qu'on peut rouler en conduite assistée sans que la voiture vous rappelle à l'ordre systématiquement, ce qui est vraiment pénible, puisque le but de la conduite assistée, c'est de lui laisser la main pour ce qui est du centrage sur la voie de circulation. Voilà, gardez les mains sur le volant. Je dépose les mains sur le volant et l'alerte disparaît. Ça veut dire qu'on a un volant capacitif et donc la voiture ne va pas vous casser les pieds alors que vous la laissez gérer le centrage sur la voie de circulation. Elle ne va pas vous casser les pieds en croyant que vous n'avez pas le volant en main. Et là je sens avec le volant entre les mains que la voiture travaille. Elle s'adapte bien, on est dans une grande courbe, ce qui est généralement un peu plus compliqué à gérer, où les voitures ont tendance à slalomer, à zigzaguer d'une ligne à l'autre. Et ici, elle le gère très très bien, je sens que la voiture s'adapte au niveau du volant. Mais est-ce qu'elle me rend la main quand je le souhaite? C'était le petit bémol que j'avais découvert la semaine dernière sur la Firefly, où effectivement elle gérait bien le centrage sur la voie de circulation, mais dès que je voulais emmener la voiture avec le mouvement du clignotant, et bien là elle n'était pas d'accord. Elle voulait d'abord que j'active le clignotant en restant bien droit, et puis ensuite que je me déporte vers la droite ou vers la gauche. On va essayer ici à droite de manière naturelle. Voilà, ça se fait sans problème. Là, quelqu'un vient se placer devant moi et la voiture ne plonge pas sur les freins. Donc on a vraiment un comportement qui est très doux concernant la conduite assistée. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et la voiture est toujours persuadée que la limitation de vitesse est à 110. Elle est à 120. Là, je viens d'avoir un rester attentif. Et c'est vrai que j'ai commencé à regarder un petit peu trop à l'intérieur de l'habitacle. Et donc, elle me dit rester attentif. À bon escient, voilà, ça me donne pas envie de le couper parce qu'effectivement là j'ai été un peu trop inattentif et je trouve que c'est bien réglé, c'est normal qu'elle me rappelle à l'ordre à ce moment-là. Ce qui veut dire, et il faut bien le comprendre, que je ne suis pas contre tous ces systèmes, je suis contre ces systèmes uniquement quand ils sont mal réglés. Et là c'est insupportable. Voilà, et bien me voici presque arrivé au terme de ce premier trajet. Merci de l'avoir effectué avec moi. Alors le bilan, il est globalement
très positif sur ce premier trajet, avec une voiture qui a un chouette look, c'est très subjectif, mais je trouve qu'elle est plutôt réussie, à l'extérieur, à l'intérieur. Bon, il y a trop de piano black, ce sera la prochaine étape à franchir à mon avis, en termes d'amélioration de la qualité perçue à l'intérieur, c'est de virer ce piano black. Et puis un peu trop de plastique dur également, notamment ici et ici. À ce niveau de prix, je trouve ça un petit peu dommage également, mais c'est moins gênant que le piano black qui reste vraiment mon cheval de bataille. Si vous suivez régulièrement les essais de Charging Station, vous êtes déjà au courant. Concernant la sensation de conduite, l'accent il est mis sur le confort évidemment, donc c'est très confortable. Aussi au niveau acoustique, on a une bonne gestion des bruits dans cette voiture, bruit aérodynamique, bruit de roulement, peut-être des bruits de roulement un petit peu plus présents quand le revêtement est dégradé, mais comme sur à peu près toutes les voitures. On a des reprises qui ne sont pas folles, mais en même temps si on met l'accent sur le confort, ça va pas gêner grand monde. C'est de toute façon très largement suffisant et supérieur à ce que vous connaissez si vous venez d'un véhicule essence et certainement diesel. Donc de ce côté-là, pas de problème également. L'interface que je trouve plutôt réussie, cette nouvelle interface de Citroën, les choses s'organisent mieux je trouve que précédemment. On cherche un petit peu moins les différentes fonctions comme ça a pu être le cas dans le passé. On peut avoir, et ça je l'ai vu également pendant le trajet, la carte de Waze, même si on utilise Waze, on peut avoir la carte de Waze dans l'écran instrument avec là aussi une définition qui est très très chouette, un visuel qui est plutôt classe, c'est fin, c'est bien réalisé, donc ça donne confiance, ça fait plaisir, ce qui permet d'avoir autre chose d'affiché ici par exemple. Parmi les autres aspects positifs, les aides à la conduite qui semblent fonctionner correctement, s'adapter en douceur quand il s'agit de la conduite assistée, donc ça c'est très positif également. On a un volant capacitif également sur cette voiture, ce qui fait qu'elle ne va pas vous rappeler à l'ordre systématiquement, ça aussi c'est très bien. Et puis le ralentissement, quand on lève le pied de l'accélérateur et quand on est sur le niveau le plus important de récupération d'énergie, le niveau de ralentissement il est très très bon, même si on ne va pas et on peut le regretter jusqu'à l'arrêt complet. Au niveau des aspects négatifs, la lecture des panneaux qui est complètement aléatoire, on n'a pas d'arrêt complet pour ce qui est de la conduite à une pédale, donc on n'a pas une vraie conduite à une pédale. Je dirais qu'à ce stade c'est à peu près tout, parce que le reste semble fonctionner très correctement. À voir évidemment dans le grand essai au terme de cette semaine si cette voiture est finalement une voiture familiale confortable idéale. Pour le savoir, rendez-vous dans le grand essai qui sortira dans quelques jours sur Charging Station. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité à Charging Station. Mettez un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas également, et vous êtes nombreux à le faire, à la partager sur vos réseaux. Merci de votre fidélité, on se retrouve dans quelques jours avec le grand essai de cette voiture. À bientôt.